Ma mère n'a pas appelé, elle n'a pas hésité. Elle m'a juste regardé de l'autre côté de la table de cuisine et a dit, le mariage de ta sœur est la priorité de la famille. Nous ne pouvons pas venir au tien. Pas de douceur, pas d'excuses. Mon père a cligné des yeux en regardant ses mains. Chloé a souri comme si de rien n'était. Je suis sorti de cette maison portant le poids de chaque anniversaire, de chaque remise de diplôme, de chaque moment où l'on m'avait dit de comprendre. Cette nuit-là, je n'ai ni argumenté ni supplié. J'ai simplement ouvert la porte vers une vie sur laquelle ils n'ont jamais pris la peine de poser des questions, une décision qui a transformé leur choix familial en l'instant où ils ont finalement dû me faire face. J'ai grandi dans une maison où l'amour se mesurait à la commodité. Si quelque chose était plus facile pour mes parents, cela signifiait que c'était juste. Et d'une manière ou d'une autre, le choix facile était toujours ma jeune sœur, Chloé. Elle était la brillante, celle pour qui tout était facile, l'enfant dont la moindre petite victoire devenait une fête de famille. J'ai appris tôt que mes accomplissements étaient sympathiques, mais que les siens valaient la peine d'être célébrés. On pourrait penser que ce genre de choses s'arrête quand on grandit. Ce n'est pas le cas. Cela devient seulement plus silencieux, plus tranchant. Quand j'avais 16 ans, j'ai regardé ma mère découper une photo de famille, littéralement couper le bord pour rendre le cadre plus net. Mon épaule est restée sur la photo, mon visage, non. Elle en a ri, a dit, « Oh, chérie, tu es toujours là », et est passée à autre chose, comme si elle ne venait pas de m'effacer de la preuve que nous étions une famille. Je me souviens avoir fixé le bord coupé, réalisant que je pouvais faire de mon mieux, briller de mon éclat le plus vif, et rester quand même la partie que quelqu'un se sentait à l'aise de couper. C'est peut-être pour cela que je me suis tant poussé plus tard, bourse d'études, longue nuit à construire une plateforme de chaîne d'approvisionnement à partir de rien, tenir bon quand les investisseurs me rejetaient. Le succès a été le premier endroit où personne ne pouvait m'effacer au montage. Et quand l'entreprise a finalement décollé, quand les chiffres sont devenus réels et que je l'ai vendu pour plus d'argent que quiconque à la maison ne pouvait l'imaginer, je n'ai pas couru le montrer à mes parents. Je me suis assise seule dans mon appartement et j'ai laissé le silence tout me dire. Certaines personnes ne vous célèbrent que lorsque votre succès a du sens pour elles. Le mien n'en a jamais eu. Pourtant, je croyais que les choses pourraient être différentes pour mon mariage. Gabrielle, la première personne qui m'ait jamais dit que je n'avais pas à gagner ma place, m'a demandé de l'épouser de la manière la plus simple et la plus douce. J'ai planifié la cérémonie des mois à l'avance, posté les invitations moi-même, glissé des feuilles d'olivier pressées à l'intérieur de chacune, et quand j'ai tendu l'enveloppe à mes parents, ils ont souri poliment, jetant déjà des coups d'œil vers la télévision. Bien sûr, nous serons là, a dit maman, de la façon dont quelqu'un promet qu'il boira plus d'eau la semaine prochaine. J'ai passé des semaines à imaginer nous quatre réunis au même endroit, même si ce n'était que pour une journée. Puis Chloé a annoncé son mariage, le même mois, le même week-end et, finalement, le même jour. Elle a appelé cela le destin. Mes parents ont appelé cela pratique. J'ai appelé cela le moment où j'ai finalement cessé de prétendre que nous étions le genre de famille qui se souciait de l'importance qu'une chose avait pour moi. La première vraie fissure est apparue 2 semaines après que Chloé a annoncé sa date. J'étais assise dans mon atelier, finalisant le plan de table, quand maman a appelé. Sa voix avait cette douceur étudiée qu'elle utilisait chaque fois qu'elle était sur le point de choisir l'enfant la plus facile. Trésor, nous avons discuté. La famille du fiancé de Chloé ne peut venir que ce week-end-là. Tu sais à quel point elle est émotive. Pourrais-tu ajuster le tien? Ajuster? Comme si les mariages étaient des meubles, comme si le mien n'était pas prévu depuis des mois. J'ai dégluti, forçant le calme dans ma voix. Mes invitations sont déjà parties. Il y a eu une pause, mince, prudente. Tu es forte, Camille. Tu comprendras. Ta sœur s'effondrerait si nous n'allions pas au sien. J'ai fixé la fenêtre, regardant le crépuscule s'installer sur la ville. Ce n'était pas la demande qui faisait mal. C'était la supposition, la chorégraphie familière. Chloé veut quelque chose, alors tout le monde s'adapte autour d'elle, même si cela signifie me sortir du cadre. Papa a appelé plus tard ce soir-là, le ton désolé mais résigné. Tu sais comme ta mère s'inquiète. Si nous choisissons le tien, Chloé le prendra personnellement. Tu t'en sortiras. C'était toujours cette phrase, tu t'en sortiras. Leur bénédiction et leur rejet enveloppés en un seul paquet. Pendant les jours qui ont suivi, la tension bourdonnait sous chaque conversation. Chloé m'a envoyé un message, pétillant, inconscient, c'est dingue, non? Nos mariages sont le même jour.
C'est comme si l'univers nous avait alignés. J'ai tapé une réponse 3 fois, l'ai effacée 3 fois, et l'ai finalement laissée non lue. Qu'y avait-il à dire? Elle n'avait jamais grandi dans un monde où la joie de quelqu'un d'autre engloutissait la sienne tout entière. Elle ne comprenait pas parce qu'elle n'en avait jamais eu besoin. Le point de bascule n'est pas arrivé avec des cris. Il s'est glissé tranquillement dans ma vie un mercredi soir. Maman a envoyé un message, après en avoir discuté, nous avons décidé que nous ne pouvons pas assister à ta cérémonie. C'est trop de déplacements aller-retour. Nous espérons que tu comprends. Pas d'excuses, pas de regrets, juste de la logistique, mon domaine d'expertise utilisé pour justifier mon abandon. Je me suis assise au bord de mon lit, le téléphone luisant dans l'obscurité, mon rythme cardiaque stabilisé au lieu de s'emballer. Cela m'a surprise. Je pensais que je pleurais, mais tout ce que j'ai ressenti, c'est une vieille clarté familière remontée à la surface. J'ai répondu par message, c'est bon. Mais dès que j'ai appuyé sur envoyer, j'ai su que ce n'était pas une fin. C'était un commencement. Le moment où quelque chose en moi a cessé de plier et a finalement rompu net. Cette nuit-là, alors que la maison était calme et que Gabriel dormait dans la pièce voisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable et fait défiler les contacts que je n'avais pas appelés depuis des années, Sophie, tante Isabelle, Thomas, des gens qui avaient observé le déséquilibre sans jamais le dire à voix haute. Pour la première fois, je ne me sentais pas comme une enfant demandant une place. Je me sentais comme une femme décidant qui en méritait une. Et la réponse n'était pas mes parents. Le jour où tout s'est finalement effondré n'a pas semblé dramatique de l'extérieur. Il n'y a pas eu de dispute à grands cris, pas de porte claquée, juste une lumière matinale silencieuse glissant sur le comptoir de ma cuisine et une vérité que je ne pouvais plus avaler. J'ai relu le message de maman, nous espérons que tu comprends, jusqu'à ce que les mots deviennent flous. Pas une seule fois il n'avait demandé ce que je ressentais. Pas une seule fois ils n'avaient pris le temps de considérer ce que cela signifiait de choisir la commodité plutôt que le mariage de leur propre fille. Et plus je fixais cet écran, plus je réalisais que l'effondrement ne se produisait pas maintenant. Il se produisait depuis des décennies. C'était simplement le moment où j'ai arrêté de faire semblant de ne pas le remarquer. J'ai conduit jusqu'à la périphérie de la ville, vers un petit point de vue où l'air semblait plus large. Gabriel m'a rejointe, tenant 2 tasses de thé mais ne disant rien. Il avait toujours su quand le silence était une bonté. Ils n'ont même pas hésité, ai-je fini par dire. Il a expiré lentement. Alors arrête d'attendre qu'il te choisisse. J'ai hoché la tête, sentant quelque chose s'installer dans ma poitrine, un changement, un déclic, comme un verrou qui tourne, une limite qui se forme. Cette nuit-là, longtemps après qu'il se fût endormi, j'ai ouvert le dossier que j'avais caché pendant des mois. L'acte de propriété de la villa en Provence. Ma villa. 3 hectares d'oliveraies, de vieux murs en pierre, une cour ouverte qui ressemblait à un endroit fait pour la vérité. Je l'avais acheté après avoir vendu mon entreprise, en partie parce que j'avais besoin d'un refuge. En partie parce que je voulais un endroit qui m'appartenait entièrement. Je ne l'avais jamais dit à mes parents. Pourquoi l'aurais-je fait? Ils n'ont jamais demandé. En faisant défiler les photos, les collines dorées, la longue table en pierre sous les lanternes, une pensée s'est formée si clairement qu'elle ressemblait à une pulsation. Je pourrais construire un nouveau genre de mariage ici, pas une performance, pas une compétition, un rassemblement de personnes qui sont venues parce qu'elles l'ont choisi. J'ai envoyé un message à Sophie en premier. Elle a appelé immédiatement, sans hésitation. S'il te plaît, dis-moi que tu n'annules pas, a-t-elle dit. Non, lui ai-je dit, je le déplace juste. Où ça? En Provence. Elle n'a même pas fait de pause. Envoie-moi la date. Je m'occupe de la famille. Au matin, la conversation de groupe s'est illuminée. Thomas réservait des vols. Tante Isabelle posait des questions sur l'hébergement. Oncle Marc proposait d'aider à l'installation. Personne n'a posé de questions sur mes parents. Personne n'en a eu besoin. Pendant ce temps, Chloé a posté un compte à rebours pour son mariage, 5 jours avant pour toujours. Mes parents ont inondé ses commentaires de cœur et de points d'exclamation. Pas un seul message pour moi. J'ai observé tout cela avec un calme étrange. Pour la première fois, leur choix ne piquait pas, ils clarifiaient les choses. J'ai passé les jours suivants à finaliser l'agencement de la cour, la longue table s'étirant vers les oliviers, les lanternes qui brilleraient comme des lucioles au crépuscule. La villa bourdonnait d'ouvriers ponçant la pierre, taillant les branches, accrochant les lumières. Chaque son, chaque marteau,
chaque échelle raclant contre la pierre ressemblait à une promesse tenue envers moi-même. Je ne sabotais pas leur mariage. Je ne cherchais pas de validation. Je me réappropriais l'histoire. L'effondrement de ce que nous appelions autrefois la famille ne m'a pas laissé vide. Il a enfin laissé de la place pour que tout ce qui est vrai puisse grandir. Et la Provence était le début de ma riposte. Le matin de nos 2 mariages est arrivé en portant 2 sortes de lumières différentes. À Paris, elle était blanche, dure, brillante, impitoyable. En Provence, elle se déversait sur les collines comme du miel chaud. Je me suis réveillé avant l'aube dans la villa, le sol en pierre frais sous mes pieds alors que je sortais sur la terrasse. Les oliviers scintillaient dans la lumière matinale, les feuilles chuchotant comme pour me rappeler, c'est ta maison, ton choix, ta table. Les ouvriers se déplaçaient silencieusement dans la cour, ajustant les lanternes, lissant le lin sur la longue table qui s'étirait vers le livret. Tout semblait incroyablement ancré, ancien, et pourtant nouveau. Exactement la vie dans laquelle je voulais entrer. Mais à Paris, rien n'ancrait personne. Mon cousin Thomas a envoyé une photo, des rangées de chaises vides dans la salle de bal, du genre enveloppées de tissu blanc pour cacher à quel point elles semblaient nues. Il l'a légendé, ça va bientôt exploser. Un autre message est arrivé de Sophie. Une photo de mes parents debout près de l'entrée, habillés parfaitement, mais leur sourire était crispé, confus. Personne de la famille élargie n'était arrivé. Pas une seule personne. Et Chloé, ma sœur, continuait d'actualiser la liste des invités sur la tablette de l'organisatrice, son expression se durcissant à chaque fois. Ils doivent être en retard, a-t-elle murmuré à son fiancé. Mais même elle ne semblait pas convaincue. Pendant ce temps, en Provence, les invités arrivaient au compte-gouttes dans la cour, essoufflés par le voyage, rayonnant d'excitation. Grand-mère Rose est arrivée vêtue d'une robe bleu doux, ses cheveux argentés épinglés en arrière avec une branche d'olivier que j'avais placée sur sa coiffeuse ce matin-là. Ma fille, a-t-elle dit en prenant mon visage dans ses 2 mains. Regarde-toi. Regarde tout le chemin que tu as parcouru. J'ai senti ma gorge se serrer. Chaque partie de moi voulait s'imprégner de ce moment parce que l'amour qui se présente, qui est là, est différent. Il porte du poids, de la présence, de la vérité. À mesure que le soleil montait, la cour se remplissait de voix familières, Sophie rassemblant ses enfants, oncle Marc saluant les musiciens, tante Isabelle prenant des photos du vignoble comme si elle n'avait jamais rien vu d'aussi sacré. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas une arrière-pensée. J'étais le centre, mais pas parce que le monde se courbait autour de moi parce que j'avais construit un monde qui ne nécessitait aucune courbette. De retour à Paris, la cérémonie était sur le point de commencer. Chloé se tenait dans l'allée, son bouquet tremblant dans ses mains. L'organisatrice faisait les 100 pas derrière elle. Où est tout le monde, a-t-elle chuchoté sèchement. Son fiancé a haussé les épaules, impuissant. Mes parents faisaient semblant de sourire. Puis c'est arrivé. Sophie a envoyé une autre photo sur la conversation de groupe familial, celle que tout le monde avait mise en sourdine depuis des années mais que tout le monde consultait quand même par habitude. Elle me montrait entrant dans la lumière de la cour, attrapant la soie de ma robe. Derrière moi, les invités se levaient de leur siège sous les vignes. Les lanternes brillaient doucement au-dessus de nos têtes. La Provence nous enveloppait comme une peinture. En quelques secondes, d'autres photos ont suivi, Thomas capturant la longue table, les fleurs sauvages tissées dans l'arche de pierre, grand-mère riant les mains en l'air. Une vidéo est apparue, Gabriel prenant ma main, sa voix stable alors qu'il prononçait ses vœux. Et puis quelqu'un à Paris a eu un hoquet de surprise assez fort pour que toute la salle de bal l'entende. Le visage de ma mère s'est vidé de sa couleur. Elle a saisi la manche de mon père si fort qu'il a grimacé. Chloé, a-t-elle chuchoté. Ils sont tous en Provence. Le bouquet de Chloé a glissé, son souffle s'est coupé. Et pour la première fois de nos vies, elle a réalisé que le monde ne tournait pas autour d'elle. Mon père a regardé autour de la salle à moitié vide, la mâchoire serrée. Pourquoi personne n'a dit qu'il ne venait pas? Parce qu'il ne vous devait pas d'explication, ai-je pensé, à des milliers de kilomètres de là. Ils s'en devaient une à eux-mêmes. En Provence, je ne connaissais pas le moment exact où leur mariage s'est effondré, mais j'ai senti le changement. Une immobilité étrange a traversé la cour juste au moment où je finissais mes vœux. Pas de la tristesse, quelque chose comme une libération, comme si un dernier film reliant à la version de la famille que j'avais autrefois supplié venait de casser silencieusement. Après la cérémonie, nous avons marché vers la longue table sous les vignes. Les invités riaient, se passaient le vin, trinquaient.
Le ciel s'est réchauffé en une teinte ambrée. Les lanternes se sont allumées une à une. L'air sentait le romarin et le pain cuit. Gabriel s'est penché vers moi. Ils savent, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Ils voient la vie sur laquelle ils n'ont jamais pris la peine de poser des questions, et la vie que tu as choisie à leur place, a-t-il ajouté. Mais ce n'était pas une vengeance. Pas vraiment. C'était de la clarté servie avec douceur, honnêtement, sous la forme d'un mariage qu'ils n'auraient jamais imaginé que je puisse créer. Au milieu du dîner, mon téléphone a vibré. Un message de papa, c'est là que tu es? Un autre de maman, pourquoi tu ne nous as pas dit que tu avais un endroit comme ça? Puis de Chloé, c'est une sorte de blague. J'ai posé le téléphone face contre table. Sophie a haussé un sourcil. Ils sont en train de vriller, n'est-ce pas? Probablement, ai-je dit. Tu vas bien? J'ai regardé la lumière des bougies danser sur la longue table. La table que j'avais construite. La table remplie de gens qui m'avaient choisi. Je n'ai jamais été aussi bien. À Paris, les choses ont empiré. Un invité a chuchoté trop fort, sa famille n'était pas censée être énorme. Un autre a dit, pourquoi tout le monde est en Provence? Quelqu'un a montré une photo de ma villa, la légende indiquant, mariage de Camille en Provence. Ma mère s'est assise brusquement, pressant une main sur sa poitrine. Mon père s'est massé les tempes. L'organisatrice a fait signe à l'orchestre de commencer, mais même la musique semblait creuse. Chloé fixait son reflet dans une porte vitrée. Maquillage parfait, robe parfaite, tout parfait, pourtant complètement seule dans le moment autour duquel elle avait construit toute son identité. Et puis elle a dit la partie silencieuse à voix haute, tout le monde l'a choisie elle. Pas de cris, pas de caprices, juste la vérité finalement prononcée. Pendant que leur nuit se dissolvait, la mienne s'épanouissait. Les musiciens jouaient des cordes douces sous le ciel provençal chaud. Gabriel a chuchoté quelque chose à propos de l'éternité. Grand-mère a essuyé ses yeux. Les enfants de Sophie dansaient pieds nus entre les ombres des lanternes. Chaque son ressemblait à une guérison. Plus tard, alors que nous allumions des bougies le long de l'Oliveraie, je me suis surprise à jeter un coup d'œil vers l'horizon, non par nostalgie, mais par sentiment d'achèvement. La famille que j'avais passé une vie entière à essayer de mériter n'a jamais été la mienne pour de bon. Celle réunie autour de moi maintenant, celle qui riait, applaudissait, levait ses verres, était construite par choix, et non par obligation. Vers minuit, le dernier message est arrivé de maman. J'espère que tu es heureuse. Je n'ai pas répondu. Pas parce que j'étais en colère, mais parce que j'ai enfin compris que le bonheur n'a pas besoin de leur permission. Et dans le calme de la nuit provençale, entouré par les gens qui étaient venus, j'ai respiré plus profondément que je ne l'avais fait depuis des années. Le point culminant de leur histoire fut l'effondrement. Le point culminant de la mienne fut la liberté. Le matin après notre mariage, la Provence semblait différente, plus légère, comme si toute la villa avait expiré avec moi. La lumière du soleil filtrait à travers les branches d'olivier, dispersant de l'or sur la cour où des pétales de la veille s'accrochaient encore aux pierres. Grand-mère Rose s'est assise à côté de moi sur la terrasse, les mains enroulées autour d'une tasse chaude. « Tu as construit quelque chose de magnifique », a-t-elle dit. « Pas juste hier soir ta vie. » Je ne savais pas que j'avais besoin de ces mots jusqu'à ce qu'ils atterrissent. Les messages continuaient de vibrer sur mon téléphone. Mes parents s'excusant par phrases fragmentées. Chloé insistant sur le fait qu'elle avait été prise au dépourvu. Papa demandant quand nous pourrions parler correctement. Mais rien de tout cela ne portait plus d'urgence. Leur choix avait déjà parlé pour eux. Ce qui comptait maintenant, c'était le genre de famille que je voulais pour l'avenir. Alors je n'ai répondu qu'à un seul message. Celui de Sophie. On reste 2 jours de plus. Petit déjeuner? Oui, ai-je écrit. Toujours. Gabriel m'a rejointe à la rambarde, glissant un bras autour de ma taille. Quoi qu'il arrive ensuite, a-t-il dit, tu ne l'affronteras pas seul. Et pour la première fois de ma vie, je l'ai cru. Pas parce que quelqu'un l'avait promis, mais parce qu'ils étaient déjà présents quand cela comptait. Les retombées n'étaient pas le chaos. C'était la clarté, calme, stable, et entièrement mienne. En fin de compte, j'ai appris quelque chose de simple. La famille, ce n'est pas ceux qui portent votre nom, mais ceux qui sont là quand votre cœur est en jeu. J'ai arrêté de demander un siège à leur table et j'en ai construit une moi-même. Et les bonnes personnes l'ont trouvé. Si cette histoire est restée avec vous, partagez-la.
Dites-moi d'où vous écoutez et abonnez-vous pour la prochaine.